la première fragmente discussion numéro 1, générique. Bonjour à tous, c'est la Fringante discussion numéro 1, le nouveau projet de la Fringante Compagnie qui se fait pour 2021, une fois par mois. On va inviter un artiste du spectacle vivant et un artiste musical, toujours un homme et une femme pour avoir la parité. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces vers le haut. Aujourd'hui, on accueille mademoiselle Suzy Chéteau et monsieur Valentin Moulin. Voilà, je vais vous demander de vous présenter tous les deux. On commence avec Suzy. Donc, moi, je suis la chorégraphe de la compagnie Au Bal Le Haye, une compagnie de danse contemporaine qui est née maintenant il y a 2 ans, mars 2019, et qui a pour but de créer du spectacle vivant avec de la danse, mais qui peut mêler aussi un peu de théâtre, en tout cas du théâtre physique ou de la musique. Donc, pas forcément une volonté transdisciplinaire, mais quand même des ponts entre les pratiques. Okay. Et à côté de ça, je suis aussi, mais pour moi ça va avec, pédagogue et danseuse. Donc voilà, Au pour sein moi de ta c'est... compagnie. Et puis ailleurs. Au sein de ma compagnie, je donne des ateliers, des cours de danse contemporaine. J'interviens aussi dans des structures comme des hôpitaux de jour. Et puis en tant que danseuse, j'interviens du coup dans la Fringante Compagnie. Oh, quel hasard! Et dans la compagnie Les Échevelés aussi de Chloé Lejeune qui est sur Amiens. Et aussi avec le collectif de théâtre Nose qui est plutôt en région centre. Voilà, Méloé Ballandras et Laurent Francky. Voilà. Et alors voilà, ça va être fait. Et tu as un chat. Maintenant, elle s'en va. Allez, hop. D'ailleurs, non, c'est bon. C'était sûr. Hein. C'est sûr qu'elle allait venir. Ok. Et monsieur Moulin, que nous accueillons aussi. Eh bien, bonjour, enchanté. Alors, pour ma part, moi, je me présenterai plus d'abord comme enseignant, puisque je suis professeur de trombone au CRR de Cergy-Pontoise et au CRD d'Argenteuil, n'est-ce pas, Marion? Mais quel hasard! Quel hasard! Voilà, je suis pianiste et donc je suis professeur de trombone, hein, c'est ce qui occupe le plus gros de mon temps. Et sinon, évidemment, la pédagogie n'irait pas sans une pratique artistique, donc la plus large possible. Et surtout aujourd'hui, à travers la musique de chambre et mon quatuor de trombone qui s'appelle le quatuor Slimy, avec lesquels on a pas mal de projets. On en a qui arrivent, hein, en espérant que ça puisse se faire. Et puis surtout, comme c'est une formation, on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais où on n'a pas trop de limites à part notre propre imagination. Bon, en fait, on s'amuse bien. Ouais, voilà, on s'amuse bien. On a fait beaucoup de vidéos pendant le confinement, ça nous a donné pas mal d'idées. Et puis voilà, c'est un projet qui suit son cours et qu'on espère pouvoir développer avec mes 3 camarades trombonistes, profs aussi également. Donc voilà, acolyte. Acolyte. Très bien, très bien, très bien. Et ben, on va commencer. Ma première question, du coup, c'était un peu les notions de base, en fait, de l'art en général, pourquoi vous êtes arrivé dans ce milieu-là. Donc, je commencerai par la première question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans ce milieu? Est-ce que c'est juste un pur hasard? Est-ce que la famille a joué beaucoup, l'entourage? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a accroché? Voilà, c'était la première question générale. Celui qui veut commencer. Moi, ça va être assez vite. La question, elle va être vite répondue. Mais non, c'est famille de musiciens pour ma part. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu musical professionnel et du coup, mis le pied à l'étrier à la musique dès tout petit, 5 ans. Et d'abord par le piano, après ça a été la volonté de faire de l'orchestre. C'est surtout ça qui me manquait avec le piano. Donc, j'avais le choix, voilà, avec plein d'instruments. Et si j'ai choisi le trombone, c'est parce que c'est un instrument où on peut faire plein de choses. J'adore résumer ça. Quand je demande aux enfants en présentation scolaire comment on peut résumer le trombone en un mot, on peut tout faire. C'est un instrument où on peut absolument tout faire. Donc c'est ce qui m'avait beaucoup
beaucoup convaincu là-dedans et j'ai jamais décroché depuis, puisque j'ai commencé le trombone à 11 ans. Et donc, du coup, bientôt 20 ans plus tard. Hein. Donc voilà, non, c'est famille de musiciens pour ma part et ça m'a beaucoup aidé à faire les bons choix, à aller dans les bons cursus et enfin les bons, en tout cas ceux qui m'ont le plus convenu, que ce soit pour l'artistique ou pour la pédagogique d'ailleurs. Donc voilà, je remercie beaucoup ça, même si je suis d'une génération à l'autre, c'est pas les mêmes, voilà, hein, entre mes parents et mes grands-parents et ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a beaucoup aidé pour mettre le pied à l'étrier en musique. Parce que du coup, ça va jusqu'aux grands-parents. Ouais, même arrière-grands-parents. Ah ouais. D'accord. Tromboniste, l'arrière-grand-père. C'est le seul cuivre de la... C'est pas le seul, pardon. Il y a le grand-père qui faisait du corps, mais le tromboniste de la famille, c'est l'arrière-grand-père. Alors du coup, la question inverse, du coup, est-ce que tu avais vraiment le choix de faire autre chose ou... Ouais, complètement. Non, ça c'est vrai pour le coup. J'ai jamais vécu ça comme une pression, même si au début, voilà, il fallait mettre un petit coup de pied aux fesses pour travailler le solfège et heureusement que j'avais des parents pour m'aider à m'accrocher au début. Mais non, j'ai eu une famille très cool. Ça n'a jamais été vécu comme une obligation. Et à titre d'indication, j'ai une sœur qui a fait de la musique et qui aujourd'hui est dans la restauration. Enfin, je veux dire, je mets ça vraiment comme un pied à l'étrier. C'est vraiment l'image de ça nous a aidés. Moi, j'ai accroché, j'en fais ma vie. C'est pas le cas de ma sœur. Enfin voilà, il y avait vraiment aucune pression de ce côté-là. Elle est venue plus tard, la pression, sur les concours, tout ça. Bon, là, c'est. Mais vraiment, pour le choix professionnel, c'est vraiment de mon propre chef. Ok, très bien. Et toi, Suzy, du coup? Du coup, moi, je vais prendre le contre-pied. Zéro danseur dans ma famille, absolument pas. Et alors, par contre, baigner dans un magma de culture, ça oui. Ma maman est bibliothécaire et mon père est instituteur. Mais il fait aussi de la musique, il dessine. Ma mère est hyper manuelle, donc en fait, on baignait dans un espèce de truc un peu touche à tout, avec des bibliothèques partout et des bouquins et des histoires qu'on raconte. Donc il y avait quand même, pour moi, ça, si je mets un point de départ, c'est là, c'est-à-dire qu'en fait, très tôt, l'imaginaire, il était là, quoi. Enfin, et puis c'était ah oui, et puis on pourrait imaginer que, et puis voilà, comme font les enfants, mais c'est ça qu'on cherche à garder plus tard en tant qu'artiste. Donc, du coup, si c'est solide, c'est plus facile aussi. Et, un aspect vachement créatif dès le départ, quoi. De création. Oui, dans ce sens-là, oui. Et par contre, la danse, moi, j'ai commencé à 15 ans en voyant un spectacle par hasard par ma prof de sport du collège. À l'époque, il y avait encore l'UNSS. Donc, c'était voilà, de matières qu'on pouvait faire en dehors des heures scolaires. Et donc, il y avait danse, donc elle appelait ça moderne, mais en vrai, elle était déjà assez contemporaine, je trouve. Et donc, du coup, j'ai vu ce spectacle, j'étais comme deux ronds de flanc en me disant, mais ok, d'accord, donc en fait, on peut faire ça, c'est quoi ce truc je veux essayer. Et voilà, à partir du moment où j'ai essayé, j'ai plus lâché, quoi. Donc, merci la prof de sport, du coup. Donc, merci la prof de sport. C'est quoi son nom à cette prof de sport? Tu te souviens de son nom? Madame... Attends. Ah, je vais le retrouver plus tard, c'est pas grave, mais... Ça reviendra. On mettra un hommage là. Oui, c'est ça, je vais faire une banderole. Ouais. Ok, super. Et du coup, donc l'arrivée dans ce milieu, est-ce qu'il y a des choses quand vous êtes arrivé dans le milieu en tant que, j'allais dire apprenti, je ne sais pas si ça peut se dire, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu ou qui vous ont un petit peu déçu en commençant à tâter le terrain dans cet apprentissage? Je t'en prie, c'est à toi de alors après, je pense que la danse, alors moi je suis pas passée par la danse classique, donc je pense que on parle encore d'un autre apprentissage. Moi, ce qui m'a vachement plu tout de suite, parce que j'ai commencé par du jazz, du hip-hop, et ensuite je suis arrivée à la danse contemporaine. Mais donc pour moi, il y avait quelque chose de très très ludique dans les cours. Après, je suis pas passée dans parce que je sais que ça peut être parfois différent aussi en termes d'ambiance, mais moi je suis passée plutôt par des cours associatifs. J'avais pas envie d'aller au conservatoire. Je sais pas, je sentais que ça allait me faire chier, donc j'ai dit non.
Donc, je me suis dit, je vais me démerder toute seule, puis on verra bien où ça nous mène. Donc voilà, j'ai fait par contre pas mal de cours très, très différents. Parce que du coup, à partir du moment où j'avais découvert ça, il y avait aussi une espèce de soif de ah, mais attends, il y a ce style-là aussi, et puis ce truc-là aussi, de vouloir essayer, même si au final, voilà, il y a une chose qui me correspond le mieux, en tout cas quand je crée, c'est la danse contemporaine. Ouais. Mais bon, c'est bien qu'elle vient s'inspirer de toutes ces choses-là aussi, donc quelque part. Mais après, peut-être dans la formation quand même, parce que je me suis formée en danse contemporaine au RIDC, aux Rencontres internationales de danse contemporaine à Paris. Une redécouverte du corps qui n'était pas forcément facile parce qu'on est dans une société où on ne parle pas du corps. On parle des capacités, de la volonté, de la tête, de tout ce que… Voilà. Mais par contre, la place du corps, connaître son corps, savoir comment il fonctionne, autre que au bout de 2 ans d'SVT avec… voilà, tu vois. D'où le magnifique squelette en arrière-plan. Donc voilà, une redécouverte qui vient bouleverser un peu des choses, mais qui en même temps ouvre sacrément des portes. Et donc du coup, dans cet apprentissage, moi, il y a eu la découverte de l'anatomie, vraiment, et de la FCMD, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, qui est un outil absolument dingue, qui ne s'utilise pas que pour les danseurs. Et qui permet vraiment d'avoir une compréhension spécifique et globale du corps qui amène quand même énormément ensuite de précision dans la pratique vraiment dansée, quoi. Ok, très bien. Et des points de peut-être déception, des choses qui t'auraient peut-être donné envie de… On est dans l'essentiel. On est dans… Tu couperas. Voilà. Ben, des points de déception, ou qui t'aurait peut-être fait poser des questions sur le fait d'en faire vraiment ton métier, ou des choses un peu… ouais, oui, la notion quand même que c'est hyper dur de pouvoir en vivre. Enfin, je veux dire, tant qu'on est dans le cocon des études, voilà, soutenues par les profs, machin, où tu as des accès hyper simples aux salles, à certaines personnes qui peuvent te débloquer ci ou ça, à partir du moment où tu sors de l'école, tu gardes un petit réseau, et encore, mais il y a tout à faire. Et c'est extrêmement, extrêmement violent, de un, parce qu'on n'est pas préparé à sortir de ces écoles. Et pour peu que tu sois pas trop entouré, ou que je trouve que tu peux vraiment très rapidement te retrouver hyper seul. Et puis avec la possibilité que ça fonctionne pas, quoi. Enfin, je veux dire, et puis ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, je veux dire, ça peut arriver de marcher une fois et puis après ça ne marche plus. Enfin, c'est très aléatoire, et sans qu'on sache toujours vraiment pourquoi. Donc c'est quand même… moi, je m'étais quand même dit il me fallait un plan B aussi, quoi. Et du coup, c'est quoi ton plan B? Tu élèves des chats. T'as dit quoi? J'ai dit spécial dédicace pour Hugo, je suis aussi bibliothécaire. Très bien. C'était une private joke, mes chers spectateurs. Oui, voilà. Vous saurez plus tard. Donc, Valentin, la même question que… Vas-y. Ben non, mais c'est rigolo parce que tu disais que t'as pas forcément suivi. Enfin, je sais pas si tu as fait exprès ou pas, mais pour le coup, moi j'ai suivi un cursus on ne peut plus classique, peut-être parce qu'une famille de musiciens et que du coup on y croit. Non, mais pour le coup, moi ça a été vraiment un cursus très classique avec les classes à horaires aménagés, le conservatoire. J'ai commencé sur les bancs du conservatoire, j'avais 6-7 ans. L'instrument, vraiment le piano, et après ça m'a jamais quitté. Donc ouais, le collège, le lycée et même post-bac, la fac, avec les études en musique en parallèle. Ce qui moi m'a beaucoup plu, c'est de faire et le trombone et le piano. Ça m'a apporté un complément parce que c'est des univers assez différents et pas assez souvent à mon goût, mais en tout cas voilà, avec des points d'accroche communs pas si nombreux que ça. Enfin, en tout cas dans les cursus. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu depuis que j'ai le souvenir d'avoir travaillé mon instrument, c'est le côté collectif. Même avec le piano, c'est un
peu moins prégnant, mais avec la pratique de l'orchestre, de la musique de chambre avec le piano. Enfin, il y avait à la fois ce côté très intellectuel de j'ai ma musique, c'est pour moi, c'est dans ma bulle et ça me fait plaisir. Et en même temps, dès qu'il y en avait la possibilité, moi je me souviens de profs et d'ateliers, ça s'appelait comme ça à l'époque au conservatoire, où il y avait un atelier improvisation, un atelier musique actuelle, un atelier initiation au jazz, et ça fait partie des ateliers que j'ai suivis pendant mon cursus, dans le cadre du cursus normal pour avoir les diplômes. Alors ça s'appelait pas DEM, moi c'est des DNOP à Lille, c'est un peu spécial, mais bref. Et donc du coup voilà, un peu à la fois ce côté un peu égoïste, un peu ça me fait plaisir pour moi, et en même temps dès que c'est possible de le faire à plusieurs, c'est quand même vachement chouette. Donc s'il y a un truc qui moi m'a toujours convaincu en musique, c'est la pratique du collectif. Toujours, toujours, toujours. Et puis, ça m'a suivi jusqu'à ma licence et mon master, puisque mes projets pour avoir ma licence et mon master d'instrument, pour le récital de sortie, c'était de jouer avec orchestre. Donc, voilà, l'idée de faire quelque chose tous ensemble, c'était pas juste allez, je caricature un peu, mais un piano et moi qui suis devant, seul sur scène. Enfin, voilà, en sonate à deux. J'ai monté un orchestre, on était 50 sur scène, et ça m'a donné à la fois une force et beaucoup de stress pour organiser tout ça, mais j'en suis vraiment fier d'avoir eu l'occasion de monter ce genre de truc, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, ce côté collectif, et plus tard, assez vite, puisque j'ai commencé dès 17 ans à donner des cours, mais la transmission. Et l'idée que si j'étais capable de l'expliquer à d'autres, j'étais capable de me l'appliquer. Bon, c'est pas toujours vrai, soyons honnêtes, mais c'est un truc qui m'a vite plu aussi. J'ai commencé par des cours de piano, par donner des cours de piano. J'ai fait un tout petit peu de cours de FM, et sinon, évidemment, les cours de trombone dès 17 ans. Et c'est un truc qui m'a aussi toujours plu, de voir comment je pouvais parler de mon instrument, comment je l'avais compris, comment je pouvais le faire comprendre. Et puis, si au final, j'arrivais à transmettre un peu, c'est un peu ce que je recherche aujourd'hui, puisque je termine mon cursus de mon master de pédagogie cette année. Et c'est un peu l'idée, c'est quel intérêt ça a d'avoir un master de pédagogie, qu'est-ce qu'on en retire avec toutes nos années, voilà, 30 ans et donc du coup 20 ans d'études derrière, qu'est-ce qu'on en retire pour nos 30 prochaines années, comment on transmet, quoi. Et c'est vrai que les deux en lien, à la fois le fait de pratiquer et à la fois le fait de transmettre, moi c'est des choses qui m'ont beaucoup convaincu d'avoir fait le bon choix d'un métier artistique, et que c'est génial, et que la culture c'est absolument essentiel. Et je le dis avec un peu d'ironie, mais je le pense vraiment sincèrement, et peut-être encore plus aujourd'hui. Voilà, donc après, s'il y a eu des désillusions, c'est plus personnel. Ça va être lié à un concours, ça va être lié à un échec, à une façon de travailler. Voilà, c'est des choses qui se touchent plus à des situations particulières. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et si il y a une chose qui m'a un petit peu déçu, c'est de voir aujourd'hui en tant que professionnel à quel point on peut différencier beaucoup, et peut-être encore plus à Paris qu'en province, mais à quel point la différence est très marquée entre d'un côté l'enseignement et de l'autre côté la vie artistique. Et je trouve qu'on finit par nous coller des étiquettes qui sont à la fois vraies, hein. Moi, j'ai toujours revendiqué que je faisais de la pédagogie pour ça, et que j'aimais bien ça, que c'était pas un gagne-pain en agrément, que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais c'est vrai que ça reste, voilà, si tu as fait de l'enseignement, c'est par défaut, parce que tu n'as pas pu faire de la vie artistique ton job principal. Et voilà, après, à force d'en discuter, et avec les cercles de connaissances plus restreints, on finit par le faire accepter. Mais c'est vrai que c'est quand même une image qui a été pas facile à digérer. Alors aujourd'hui, maintenant, voilà, j'en fais avec, et puis je l'assume complètement, et puis je sais que je fais les deux comme je veux le faire, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté, si t'es prof, tu peux, enfin voilà, les deux en même temps, c'est pas forcément. On m'a beaucoup dit que les deux en même temps, c'était soit l'un soit l'autre, quoi. Mais bon, encore une fois, hein, aujourd'hui, moi, je suis très content de faire les deux, et je pense le faire en tout cas le plus correctement, sinon de façon à ce que moi ça me convienne, quoi. Donc je suis bien dans mes pompes, c'est peut-être le plus important. Je pense. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu pareil dans la danse. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Suzy, mais le côté très scindé de enseigner et interpréter. Et d'ailleurs, moi, on m'avait souvent dit dans mon CV, quand je fais un CV pour une audition, de ne pas mettre que j'enseigne. Parce que. Ce qui est ridicule. Enfin. Mais bref, mais ça marche dans l'autre sens aussi, parce que ça marche dans l'autre sens, oui, complètement. Pour moi, être prof, c'est aussi faire preuve d'une créativité folle.
parce que tu as juste des dizaines de personnes en face de toi qui ne fonctionnent pas pareil. Donc, il faut que tu sois capable d'ajuster ce que tu es en train de dire pour chacune d'entre elles. Et puis, du côté création, je suis désolée, mais tu transmets à des danseurs, quoi. Donc, en fait, ça reste de la transmission. Sauf si, effectivement, comme c'est la grande mode aujourd'hui, tu demandes à tes danseurs de tout inventer pour toi, et puis ça roule, c'est roule ma poule, et puis après, on est sur scène, et puis nickel, il n'y a plus de problème. Mais pour moi, du coup, là, il n'y a plus de travail vraiment non plus d'une vision ou du corps. Mais être chorégraphe, c'est aussi quand même être dans la transmission. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et alors, c'est pas le même public, c'est un public plus spécialisé, mais il n'empêche que faut s'adresser avec des mots à des gens. Là où je trouve que le bas blesse, finalement, c'est que quand tu es enseignant, tu ne seras pas nécessairement vu comme un super artiste, alors que si tu es artiste, tu vas peut-être être vu comme un bon enseignant. Tu vois, c'est le fait que ce ne soit pas à égalité des deux côtés. Moi, c'est plus ça qui m'amène. Souvent, c'est le gros problème, hein, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont absolument pas pédagogues, et quand on arrive sur des actions culturelles, c'est l'enfer. Alors qu'ils sont certainement très forts et très doués dans ce qu'ils font. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que nous, on parle, je ne sais pas si on parle de masterclass en danse aussi, mais l'idée, en tout cas, est la même. C'est souvent l'artiste à qui on va demander de transmettre, alors que finalement, il aura peut-être une réflexion moins aboutie que l'enseignant à qui on demandera, pour le coup, moins souvent de faire l'artiste et de se mettre sur scène. Avec 2 poids 2 mesures, hein, évidemment. J'aime bien l'expression de faire l'artiste. Et non, mais on nous demande, hein, aujourd'hui, tu vois, encore une fois, cursus de pédagogie, notre libellé, c'est comment être artiste enseignant. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Nous, on essaye de vendre les deux avec le même poids sur les deux. Et parce qu'il y a aussi un héritage qui veut ça. Beaucoup. Hein. Les grands profs ont souvent été d'abord les grands artistes, les grands interprètes, ça, c'est aussi un héritage culturel. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de revendiquer l'idée qu'on peut tout à fait mettre les deux sur le même plan d'égalité. Tout à fait. Très bien. Du coup, je vais rebondir sur ce qu'on est en train de dire. Je vais rebondir sur ce qu'on est en train de dire par rapport à la double casquette enseignant-artiste. Que tous les deux, vous créez en gros des concerts et des spectacles et vous avez tous les deux votre groupe de travail. Suzy, ta compagnie, donc la compagnie au Baloyer, et Valentin, ton quatuor Flyme. Et du coup, pour vous, quel a été le but de créer ce collectif-là? Voilà, pour l'instant, ce sera ma première question. Est-ce qu'il y avait un but en particulier, justement, par rapport à... Est-ce que c'était le but de transmettre quelque chose? Est-ce que c'était le but de juste se retrouver ensemble pour pouvoir essayer d'avoir une énergie de création pour... Voilà, ma question. Tu veux y aller, Valentin? Je vais essayer de faire vite, mais à la base, on peut dire, comme nous, on s'est rencontrés au CNSM, au conservatoire pendant notre licence. C'est surtout des copains. D'abord, c'est d'abord des gens avec qui on a un bon feeling. Donc il y a un petit côté, c'est pas égoïste, mais je veux dire un petit côté d'abord pour soi, en disant tiens, et si on travaille ensemble, est-ce que ça marche? Et puis finalement, de fil en aiguille, ça marche un peu, ça marche bien. On obtient des diplômes, on obtient des résultats, des concours. Et puis après, c'est une question de réseau. Mais finalement, plus on travaille ensemble, mieux ça marche. Et aujourd'hui, oui, on est 4. Il y en a un qui est en poste dans un orchestre. On est 3 autres à faire de la pédagogie. Et pourtant, on arrive tous les 4 à s'accorder sans problème. Donc la volonté première, c'est très social. C'est très, on s'entend bien et si on jouait ensemble, est-ce que ça va marcher? On se rend compte que ça marche et finalement, on se complète parce que il y en a un qui va avoir... il y en a un qui va avoir un... je sais pas, il y a un petit message. Ouais. Il y en a un qui va avoir des compétences, je pense à Geoffrey, qui chez nous fait tout ce qui est montage audio, montage vidéo, mixage. Voilà, c'est un travail énorme d'informatique ou d'ingé son donc moi, je suis incapable de connaître le 10e. Donc voilà, moi je vais m'occuper plutôt de l'aspect administratif. Simon, il a un énorme réseau. Dylan, il est irremplaçable parce qu'il nous donne une patte sonore dans le groupe qui fait que. Enfin bon, je veux dire, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un équilibre et que du coup, c'était autant ça pouvait être bien de le transmettre, de démocratiser notre instrument, parce que c'est vrai que le trombone n'est pas forcément un des instruments les plus visibles
voilà, c'est peut-être un instrument moins connu que la flûte ou le violon, on va le dire comme ça. Et en même temps, donc il y a ce côté un petit peu démocratisé, et en même temps, pour nous, c'est quand même le pied de jouer à 4, quoi. C'est chouette, et à chaque fois qu'on se voit, il y a un vrai plaisir. D'ailleurs, on le voit avec la distance, où ça peut être un peu tendu parfois dans les relations. Un petit couple à 4, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais. Et ça peut être un peu tendu avec la distance, et en fait, au final, quand on se retrouve et qu'on bosse ensemble, 99 fois sur 100, ça se passe très bien, et on est content de faire nos projets. Ça va des concerts classiques avec toutes les vidéos qu'on a pu faire pendant le confinement, des projets d'enregistrement. Enfin bon, voilà, c'est pas les idées qui manquent en fait. Comme en plus, on a un instrument qui peut faire beaucoup de choses dans beaucoup de styles. Voilà, c'est parti d'une idée entre copains, et finalement, ça peut se professionnaliser. Voilà, c'est vendeur, ça marche en fait. On se Ça rend compte que marche. si nous on aime bien, en général, le public le reçoit bien aussi, et ça, c'est cool. Ouais. D'ailleurs, vous retrouverez en description de la vidéo les vidéos du Quatuor sur YouTube, sur le site et sur Facebook, etc. Très bien, super. Et Suzy, du coup, pour toi, c'est un peu le même délire? En tout cas, oui, il y a quelque chose vraiment du fait de se regrouper. J'aime pas bosser seule. J'aime pas. Alors j'essaye de m'y forcer, hein, parce que faut bien faire avancer les choses parfois en amont et tout, mais j'aime l'interaction et j'aime pouvoir observer. C'est ça souvent qui est mon moteur aussi dans la création. Et pour aller même plus loin, je sais que ça se fait moins aujourd'hui, mais moi j'aime vraiment l'idée d'une famille, en tout cas d'une cellule qui marcherait un peu pareil, et où chacun évolue parce qu'on a tous nos vies, etc. Mais où quand on se retrouve, on n'a pas besoin de se reprendre la tête sur est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance, parce que bon, on bosse aussi quand même avec le corps, ce qui est pas simple toujours. Surtout bah, voilà, dans des périodes où si ça va pas ou machin, voilà, le fait d'être touché, d'être observé, ça peut être compliqué. Donc le fait déjà de savoir qu'on est avec des gens où de toute façon il y a une écoute, il y a une attention, ça change quand même pas mal la donne dans le travail. Et puis le fait de se dire que ben on travaille à chaque création à modeler les corps différemment. C'est-à-dire de ne pas faire son marché, hein, de ne pas aller chez, je sais pas quelle grande surface, là, de prendre, alors oui, alors là, il me faut de la contorsion, il me faut du machin, il me faut du truc, et puis de secouer et d'espérer que ça fasse, je sais pas, je trouve ça trop facile. Ouais, j'aime me dire, ok, alors on a ces corps-là devant, et comment est-ce qu'on fait pour arriver à cette matière-là, et comment du coup on travaille ensemble, quoi, et comment on s'enrichit aussi du coup, parce que du coup on augmente la palette aussi des possibles à chaque fois. Et ça me motive beaucoup. Voilà. Et moi, du coup, j'ai une question. Du coup, si tu enseignes, enfin, oui, dans la compagnie, non, je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, t'enseignes Je donne des cours en dehors, des cours pour des gens qui ne sont pas professionnels. Et puis, du coup, ouais, je te demandais si je te demandais si t'enseignais, parce que j'aime bien cette idée de ne pas être au supermarché pour jouer au dé et voir si un peu de ça et un peu de ça va fonctionner. Mais du coup, comment tu fonctionnes quand tu as des élèves, enfin, des élèves qui débutent ou qui connaîtraient pas? Tu as aussi cette idée de partir de, entre guillemets, rien. C'est-à-dire que si moi, je devais prendre des cours de danse, tu partirais de rien, hein, qu'on soit clair. non, je partirai pas de rien, je partirai de ce que tu es. C'est-à-dire que tu as déjà des coordinations qui sont en place, tu as déjà sûrement une préférence pour le fait d'être sur une jambe ou d'être au sol. Enfin, tu vois, il y a déjà des schémas qui sont présents. Et ensuite, c'est comment je viens ajouter ce qui manque peut-être. Ou comment je te fais prendre des risques sur d'autres choses. Et puis comment, du coup, ça peut... Mais du coup... Là où je mettrais juste la différence, parce que dans ma manière de faire, je pense pas que ce soit si différent que ça, mais c'est l'objectif final qui est différent. C'est-à-dire que dans la compagnie, on est sur une création, donc on est vraiment dans de la recherche d'état de corps, dans de la recherche de lexique, d'un langage corporel. De trouver une dramaturgie qui colle, enfin voilà, quelque chose qui va aussi se déposer au fur et à mesure des temps de résidence. Dans un cours de danse contemporaine, tu es là pour apporter aussi de la technique. Et donc, du coup, ben, le but à la fin d'une année, c'est que tes élèves, ils aient acquis les appuis dans le sol, qu'ils aient acquis une mobilité de la colonne, enfin, tu vois. Du coup, ça, c'est des choses qui sont différentes. Mais du coup, là, il faut que j'aille chercher chacun là où il en est et que voilà, là, pour le Ouais. coup, c'est moi qui viens
faire les apports, quoi. J'aime bien cette idée de valeur ajoutée, en fait, parce que c'est un truc qu'on n'a pas toujours trouvé spontanément dans l'enseignement en musique. Tu sais, où t'as souvent eu un maître qui avait la parole divine, et du coup, ce qu'il allait t'annoncer faisait foi, et c'était à toi de te débrouiller pour suivre ses conseils. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais qu'en musique, c'est pas quelque chose qui a toujours été. Aujourd'hui, si, beaucoup. Et, enfin, je sais pas, dans notre génération d'enseignants, c'est quelque chose de plus spontané, mais l'idée de faire de la valeur ajoutée auprès d'un élève plutôt que de lui dire bah non, en fait tu fais ça, mais c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est quelque chose qui était moins spontané en musique. C'est pour ça, enfin la question peut te paraître un petit peu désuète, mais c'est vrai je sais qu'en musique c'est quelque chose qui est plus rare, quoi. Cette façon de concevoir la différence entre tu parlais de création et de l'enseignement, par exemple. Bah, je te rassure, enfin, en danse, il y en a plein qui fonctionnent comme ça quand même, hein. Le côté, le prof c'est tout, et puis moi j'essaie juste d'appliquer. Moi j'avoue que j'aime pas le mimétisme et que je suis à fond pour l'autonomie. Donc du coup, j'ai pas envie que mes élèves s'accrochent à un truc sans savoir comment il fonctionne, comment c'est physiquement possible pour eux, parce qu'on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes Ouais. tailles. Enfin, je veux dire, voilà, je sais pas combien tu mesures, mais moi je fais 1m65, Marion elle est un peu plus petite. Bon, bah concrètement, si on fait des chutes au sol, elle va y aller plus vite que moi, tu vois. Donc On en n'a fait, surtout pas les mêmes tailles de bras. Et oui, ça, aussi. c'est compliqué. Non, mais voilà, donc du coup, en fait, à un moment donné, comment je peux dire, bah oui, si, c'est comme ça. Il n'y a pas un corps neutre. Vraiment, tous ces trucs des planches d'anatomie là, qui sont hyper vieilles, ils montrent un espèce de corps neutre où tout le monde aurait le même. Oui, alors c'est bien pour apprendre les autres, tout ça, très bien, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et en plus de ça, tu rajoutes l'émotionnel, tout ce qui s'est construit. Donc, enfin, pour moi, c'est perdre du temps d'appliquer un truc, tu vois, tout le monde pareil, et ensuite de leur dire, bah, maintenant que vous vous démerdez avec ce que vous êtes, enfin, tu vois, c'est un gain de temps de dire, ok, toi, t'es là, bah, maintenant, on va essayer d'ouvrir des Ouais, portes. c'est ouf parce que je trouve ça génial et ce serait certainement hyper enrichissant de confronter les pédagogies entre la danse et la musique, mais comme nous on utilise un instrument, je vais faire une énorme généralisation, hein, pardon, mais c'est vrai que l'idée c'est d'appliquer un petit peu alors, la même méthode. C'est ça que j'aime pas, on n'applique pas la même méthode à chaque élève, mais ce que je préconise à Marion en cours, c'est vrai que je vais le préconiser à beaucoup d'autres élèves et qu'une fois qu'ils l'auront intégré, après ils le comprendront à leur façon et artistiquement, ils en feront ce qui leur correspond. Mais tu parlais de technique tout à l'heure, mais c'est vrai que peut-être parce qu'on n'utilise pas notre corps, mais un corps extérieur, un instrument, il y a une notion un peu plus généralisante de, en fait, si, c'est comme ça. Enfin, c'est vrai que je pense que le rapport à la transmission peut pas être le même vu qu'on utilise nos corps et que c'est forcément beaucoup plus différencié que Marion qui utilise un trombone et qu'un autre élève de 6 ans utilisera exactement le même trombone. Pas avec les mêmes moyens, mais utilisera exactement le même Voilà, trombone. c'est ça le truc quand même, c'est que tu vois, là, si toi tu fais du trombone, Marion fait du trombone, déjà, vous n'allez pas le porter de la même manière. En tout cas, pas avec. Eh bien, il faudrait. Non, mais, enfin, je veux dire, tu fais avec tes appuis dans le sol, tu fais ce que tu es debout, en plus il faut porter avec les bras, donc en fait peut-être que tu vois il y a un port qui va être là, il y en a d'autres qui vont plus être là, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de venir, bon après c'est encore un autre sujet tu vois, mais venir questionner le mouvement chez les musiciens, Ce c'est serait, trop bien. ouais, mais parce que nous on l'a ébauché vraiment, ça fait partie dans nos formations de choses dont on sait que ça existe, mais on n'en a pas ou très peu conscience. Et c'est aussi pour ça qu'avec Marion, je trouverais ça cool quand tu seras un peu plus à l'aise avec ton instrument, justement, c'est de me faire ce retour inverse. C'est-à-dire que ce soit moi qui me remette à la position de l'élève pour savoir comment toi, en tant que danseuse, tu conçois la gestuelle avec ton instrument. Puisque moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, particulièrement pour ton cas, hein, Marion. Mais c'est justement ça, c'est la conscience du mouvement et du corps dans la pratique instrumentale. C'est assez, ça se démocratise beaucoup, mais ça reste assez, c'est là, c'est vu en surface, quoi. Et toi, j'aime bien ton discours parce que je sens que c'est la première chose à laquelle tu serais interpellé avec une vision de danseuse et qui peut-être qui plus est avec le filtre de la création en arrière-plan, mais dans le discours, ça me paraît flagrant et je trouverais ça ouf de confronter plus souvent les deux milieux. On fait des Bah, conservatoires où les projet deux de sont la mélangés Fringante et Compagnie. ben oui, allez, ta-da-da. On va avancer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne pas mal. Du coup, on va parler un petit peu des EAC quand même, de l'éducation artistique et culturelle.
qui était important pour moi. Donc, c'était un peu le deuxième point de cette interview. Donc, l'art en action, j'avais mis comme titre. Et du coup, ma question serait de pourquoi ces EAC, donc ces éducations d'artistique culturelle, sont en train de prendre une place, je trouve, j'ai l'impression de mon vécu en tant qu'enseignante et danseuse, pourquoi c'est en train de prendre une place de plus en plus grande dans le paysage artistique, chorégraphique, du coup, pour ma part, mais à votre avis? Est-ce que c'est de l'ordre d'un choix politique? Est-ce que c'est un besoin pour la population, pour les enfants, voilà. Je t'en prie. Ouais. Je pense que Et ça... pardon, excuse-moi, je rajoute comme ça on enchaîne. Et du coup, si vous les pratiquez, comment vous les pratiquez, comment vous les abordez, avec quel public et dans quel cadre? Quelle place ça a dans votre quotidien, quoi, en gros? Et quel effet ça a dans la création après, à part, comme on disait. Rien que ça. Voilà, allez, 3 Alors, bonne nuit. Non, on va le faire en mode dynamique. Non, mais alors, je pense que c'est ce que... Alors, maintenant, ça s'appelle action culturelle. Je pense que ça a toujours existé, sauf que ça n'avait pas les mêmes noms et que potentiellement, c'était pas aussi... c'était peut-être pas appliqué à tous les domaines, mais je pense qu'il y a quand même toujours eu quelque chose qui était là. En tout cas, depuis au moins depuis Jack Lang, quoi. Tu vois, quand même. Ouais. Je veux dire, il a quand même amené ce truc-là de démocratisation et d'ouverture un peu des portes des studios, des machins, pour essayer de justement faire passer ces infos. Là où moi, je pense que ça prend un sens très important en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont juste sur les écrans. On a de plus en plus d'enfants. Alors bon, après ça dépend aussi des populations, hein, mais où il n'y a pas un apport culturel à la maison, où il n'y a pas la possibilité de discuter, même juste voilà, d'une journée, de comment ça s'est passé, et donc de juste entraîner cette relation à l'autre. Pour moi, ça, c'est juste primordial. Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont plus grands, on peut toujours aller rechercher les gens, on peut toujours. Je n'aime pas le fatalisme de, voilà, passer, arriver à 30 ans, ça y est, t'es foutu. Voilà. Tu l'as pas eu, et bah c'est foutu. Voilà. Mais il y en a qui disent, hein, voilà, et moi, quand j'ai commencé la danse à 14 ans, puis quand j'ai voulu rentrer au RIDC à 23 ans, on m'a dit, attends, mais t'es trop vieille et tout, tu vas réussir. Waouh. Laissez-moi faire, puis on verra, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un excellent moyen pour éduquer le regard des enfants, des jeunes, leur montrer qu'il y a d'autres choses possibles parce que c'est pas des métiers ou des cursus très populaires non plus. C'est vu comme quelque chose dans les bonnes familles qui fait bien parce que ça fait bien d'avoir soit voilà, le parcours musical, la danse classique, mais pas un métier. Et puis, dans les couches plus populaires, c'est faut que tu bosses. Donc, en fait, la musique, la danse, Passe ton diplôme, on verra après. Non, mais tu vois, voilà. Donc, en fait, à un moment donné, il y a des portes qui se ferment et ça n'aide pas ni à la mixité à l'école, ni à la réduction de la violence, parce que pour moi, ça bosse sur toutes ces choses-là, ni à se questionner et à développer un raisonnement personnel, à développer un goût personnel de j'aime pas. Ce qui fait que nous, on en pâtit beaucoup, je trouve, en danse contemporaine, c'est que la moitié de la population va dire non, mais c'est pas pour moi, je comprends pas. Mais il n'y a pas à comprendre. Il y a à juste demander si est-ce que ça te parle, est-ce que tu aimes, est-ce que ça te dérange, est-ce que ça te plaît, mais pas, il n'y a pas à comprendre en fait. Mais donc du coup, ce goût-là, il s'éduque, c'est pas inné. Et ça, voilà, on le voit très bien avec le développement de l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Si le bébé, on vient pas le stimuler avec des couleurs, des sons, des machins, bah, c'est des choses qu'il ne va pas développer. Il y a des coordinations qui ne vont pas se faire et derrière, ça va être coton pour récupérer, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est ce qui fait que, plus tard, on aura des spectateurs dans les salles de spectacle capables de pouvoir nous faire des retours, capables, voilà, où il pourra y avoir un vrai échange.
Moi, ouais, je suis à fond pour ça et donc avec la compagnie, j'en fais beaucoup de l'action culturelle. J'en ai fait longtemps et beaucoup pour une autre chorégraphe, Nathalie Pernette. Euh, et je pense que c'est vraiment une clé pour développer son travail, pour apprendre à en parler, apprendre à le rendre accessible aussi à différents âges, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, moi, je dirais ça. Très bien. Je valide. Valentin? Que dire de l'EAC? Je pense que si Juste ça a petite, pu... excuse-moi Valentin, je te coupe, Non, petite dis-moi. question. Le AC en musique, c'est utilisé aussi, j'imagine, comme Ah terme. bah, c'est des mots, Créatif. alors c'est vraiment, voilà. Alors, j'ai pris 2 secondes pour cliquer sur Google derrière. Pardon, je vais te lire la définition, mais je te promets que ça fait vraiment écho voilà, à ce qu'on vient de dire. L'éducation artistique et culturelle, EAC, a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle par l'acquisition des connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et des professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle. Point. Donc si je pense que ça a pu... oui, là je lis plus. Si je pense que ça a pu découler d'une volonté politique, peut-être, je ne sais pas, à la base, en vrai, j'en sais rien, mais pour rentabiliser, rendre la culture plus visible, la plus accessible, tu vois. Si ça a pu avoir cet attrait-là, moi, ce que je retiens beaucoup de l'EAC, c'est les bénéfices. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est les bénéfices, même à court terme, apporter la culture à des milieux qui ne l'auraient pas forcément sollicité spontanément. Et de l'EAC en musique, on en fait plein. Ça va être aller chercher. En fait, c'est fait même partie des chapitres les plus importants de ce qu'on appelle les projets d'établissement, qui sont un peu les lignes directrices des établissements, quelle que soit la taille de l'établissement. C'est l'administratif, mais c'est un papier officiel que tous les établissements doivent faire tous les 4, 5, 6 ans, ça dépend, et que la mairie doit valider en disant bon, d'accord, en fait, vos lignes directrices, nous, on les valide, et la hiérarchie au-dessus aussi. L'éducation artistique et culturelle, ça fait partie des chapitres omniprésents, quelle que soit la taille de la structure, hein, vraiment la petite école de musique jusqu'aux conservatoires régionaux. D'ailleurs, à titre indicatif, c'est la première fois depuis la nomination de la nouvelle directrice du Conservatoire supérieur de musique de Paris qu'il y a un projet d'établissement au CNSM. Et voilà, ça en fait partie. Ah, il n'y en avait pas du tout avant. Non, ça c'est voilà pour la blague. Le CNSM de Paris n'avait pas de projet d'établissement purement rédigé. Donc la nouvelle directrice, ça fait partie de ses chevals de bataille que d'en créer un. De le mettre sur le papier, en fait, vraiment de le coucher sur le papier. Mais voilà, moi je n'ai pas eu l'occasion de la côtoyer du tout, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est en distanciel qu'elle se bouge pas pour son conservatoire. Donc moi, je trouve ça fait partie des trucs pour lesquels je trouve ça génial. Du coup, l'EAC, c'est omniprésent. C'est omniprésent dans notre pédagogie, c'est omniprésent dans notre vie artistique, parce que pour moi, que ce soit à travers des présentations scolaires, aller dans les médiathèques, aller voir les publics empêchés, ça peut être même avec le Quatuor également, hein, des présentations scolaires, là comme ça, je sais pas plus d'idées spontanément, mais l'idée, c'est de toute façon de donner une plus grosse visibilité au monde de la culture à des gens qui ne l'auraient pas spécialement demandé spontanément. Et on se rend compte en fait que le retour sur investissement, je déteste ces termes en fait, parce que c'est très... bon, voilà, c'est pas très en lien avec le monde de la culture, mais quand même, le retour sur investissement non matériel, il est là. Et si ça a pu découler d'une volonté politique, je pense que c'est aussi pour donner de la responsabilité au territoire. On parle beaucoup de rayonnement. Hein, les conservatoires, c'est les conservatoires à rayonnement départemental, etc. Je pense que l'EAC fait partie de ces outils qui permettent aux structures culturelles, que ce soit un conservatoire, une médiathèque, une salle de théâtre, de rayonner et de dire on existe et on n'est pas réservé à une élite le dimanche soir en smoking, quoi. Ouais, mais je pense que malheureusement, enfin,
des exemples, on pourrait, je pense, en citer beaucoup. Et moi, j'ai en tête la dernière fois une élève qui franchit les portes du conservatoire pour des portes ouvertes et qui dit bonjour, je voudrais faire du chant. On la dirige vers la classe vers la classe de chant lyrique et elle a eu peur en entendant le chant lyrique. Elle s'est dit mais c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est pas du tout pour moi. Donc en fait, elle a failli partir du conservatoire et c'est un collègue qui a récupéré en me disant mais chant, j'ai entendu que tu voulais faire du chant, mais en fait si c'est pas le chant lyrique qu'il te faut, en fait il faut que tu ailles voir musique actuelle, jazz, enfin pour dire à quel point cette personne, si elle avait peut-être bénéficié d'éducation culturelle et artistique, elle aurait été moins perdue en rentrant dans le conservatoire. Ouais. C'est faire le lien entre spontanément, elle a essayé de venir vers le conservatoire, elle s'est pris un mur de pierre, enfin, mais c'est pas de sa faute, hein, et c'est même pas la faute du conservatoire. Elle a été voir le chant lyrique, elle a eu très peur, elle a failli partir, et je sais pas si finalement elle s'inscrit ou pas, mais au final, elle a été redirigée vers quelque chose qui a priori lui convenait plus. Pour éviter ce genre de situation, je pense que c'est omniprésent et c'est quelque chose d'absolument nécessaire si on veut faire vivre et peut-être même survivre pour l'instant la culture sous toutes ses formes. Hein. Et là, musique, danse, théâtre, on est tous un peu à la même enseigne. C'est l'idée de donner des clés de compréhension. Tu parlais tout à l'heure du contemporain où tu disais que le premier blocage, c'est parce que le contemporain, je ne le comprends pas. Et donc, du coup, ce n'est pas fait pour moi. Je pense qu'on peut généraliser ça, malheureusement, à beaucoup d'art en général. Et je trouve que le rôle de l'EAC, ce serait d'essayer de donner des clés de compréhension un petit peu de ça. Et donc, du coup, un intérêt. Et donc, du coup, voilà, tu l'as dit, des retours. Alors, c'est pas retour sur investissement, mais du public dans les salles. Ou dans les expos, ou dans les... Enfin, peu importe, mais voilà. C'est quelque chose qui est omniprésent et dont on ne peut pas se passer aujourd'hui de toute façon, que ce soit sur le volet pédagogique ou que ce soit sur le volet artistique. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que j'ai bien compris que tous les deux, vous le pratiquiez beaucoup et est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est en train d'un peu s'essouffler actuellement ou pas du tout? Avec la visio, peut-être, enfin, avec le contexte. Sans penser à la crise sanitaire, hors crise sanitaire. Est-ce que c'est des ateliers qui... Moi, j'ai envie de dire non. Parce que moi, dans ce que je vois, parce que je ne le vis pas forcément au quotidien, mais dans ce que je vois ou dans ce que j'entends de la part des collègues, j'ai envie de dire non. C'est quelque chose qui reste quand même très, très présent parce que c'est présent à tous les étages. Qu'on soit petit conservatoire, grosse structure, enseignant, artiste. Pour moi, c'est quelque chose qui reste assez présent à tous les niveaux. Ok, d'accord. Moi, je mettrais juste un petit bémol. Je pense que parfois, ce sont des actions qui ne sont pas considérées comme des actions aussi importantes que les heures de classe ou que ces choses-là. Et que, alors je pense notamment aux TAP qui ont été mises en place, je pense notamment aussi à certains profs qui veulent se lancer dans des projets artistiques et puis qui finalement, voilà, on se retrouve, on arrive et on est dans un préau où c'est traversé par je ne sais pas combien de personnes, finalement la prof s'en va parce qu'elle a des textos à passer, enfin... Je pense qu'il y a quand même vraiment une préparation à faire en amont auprès des instituteurs, des professeurs, pour leur faire comprendre l'enjeu et pour leur faire comprendre que c'est important qu'ils soient avec nous vraiment dans la salle. Alors, s'ils n'ont pas envie de danser, ils n'ont pas envie de danser, mais qu'ils soient avec nous. Que c'est pas la cour de récré pour eux, en fait. Parce que sinon, je vois pas comment est-ce que ce serait pas la cour de récré pour les élèves. Et moi, ça m'a toujours choqué qu'on demande à des gamins de 10 ans qui n'ont jamais dansé, qui n'ont jamais vu de danse contemporaine, de le faire au milieu d'un préau qui est froid, qui est gelé parce que c'est du carrelage, où il y a tout le monde qui traverse pour aller aux toilettes juste à côté, où tu as la récré, donc en fait tous les gamins sont collés au vide comme ça pour les regarder faire, on a juste l'impression d'être une bête curieuse. On parle du corps, encore une fois, et ça a besoin d'un minimum d'intimité et d'un minimum aussi, vraiment de protection aussi, j'ai envie de dire, dans un premier temps. Oui. Et que ça, c'est vraiment pas tout le temps là. Okay. Donc, c'est le seul bémol que je mettrais. Parce que voilà, c'est pas la garderie, quoi. C'est pas la garderie. L'équilibre hyper délicat entre on veut vous apporter, on veut vous présenter un peu le monde culturel et le côté, tu viens de le dire, garderie, j'aurais pas dit mieux,
le côté complètement garderie de bon bah voilà, tu vas faire un tap après les cours parce que c'est bien, et en même temps tu pourrais faire poney, piscine, danse ou trombone, que ça reviendrait au même. Et je suis d'accord sur le côté préparationnel, préparationnement qu'il faut. Voilà, le préparationnement, il est important. Et avec toute l'équipe, c'est ce que disait Suzy, du coup. Très important. Avec l'artiste, avec l'équipe pédagogique de l'école, la structure qui prend en charge le TAP ou le. Très bien. Merci beaucoup pour ces interventions. Troisième point. Du coup, troisième point, on va aller un petit peu rapidement parce qu'il est 7h moins 5. Du coup, c'était l'apéro bientôt, non? C'était ce que l'on peut espérer. Donc, plutôt vers l'avenir. Et déjà, première question assez simple. Donc, le contexte général de la crise sanitaire de notre cher Covid bien-aimé. Je vois Valentin qui défaillit déjà. Donc, voilà, on est évidemment hyper. Comment vous avez vécu cette période en tant qu'artiste et enseignant? ben voilà. Bon, alors, deuxième question. C'est ça. Ben non, mais c'est frustrant en fait. Moi, c'est de la frustration. On est passé par beaucoup d'états. J'ai été énervé, j'ai été triste, j'ai été déçu, j'ai été déprimé. Finalement, on fait tout pour s'adapter et pour continuer à vivre et à survivre. Et on aime tellement ce qu'on fait qu'on va tout faire pour que ça continue. Mais sur du court terme, là, moi, c'est vraiment le côté frustrant qui domine. Et le fait de se dire qu'à finalement, à notre échelle, à part subir les décisions qui viennent d'au-dessus, soit ça doit venir d'un énorme collectif, on va peut-être réussir à faire changer un jour les choses, soit aujourd'hui, ben voilà, on n'a pas trop le choix de subir ce qui nous est demandé plus haut. Et c'est de la frustration. À titre personnel, c'est de la frustration. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas aussi toujours amoureux de ce que je fais, mais je le fais avec ce sentiment de se dire que je le fais parce que je le fais de la façon dont on me l'a imposé. Alors que bien que enseigner ou être artiste, ça impose des cadres, hein, nécessairement. On ne fait pas ça non plus. Mais ouais, là, dans ce contexte particulier, c'est un peu le côté je subis la manière dont c'est devenu obligatoire. Et j'ai peur que les petits, les très jeunes enfants qui débutent, qui sont peut-être pas en âge de comprendre un peu ce que c'est exceptionnel, ce qu'on vit, qui ont 5, 6, 7 ans et qui sont pas encore totalement... Enfin, qui n'ont pas l'âge de prendre le recul nécessaire à ce côté exceptionnel de la situation, j'ai peur que ça ait des conséquences sur toute une génération d'enfants. On parle beaucoup du malaise des étudiants et je le comprends très bien, hein, même pour en avoir en cours, c'est pas évident, mais je pense aussi que pour les enfants, s'il y a pas un cadre parental, un cadre familial pour aider, ou enfin le statut de l'art prend vraiment une place particulière et il va y avoir des familles où ça va être au contraire valorisé parce que c'est un échappatoire, et il va y avoir des familles où ça va être complètement mis à la trappe parce que il faut déjà s'occuper du français, des études, enfin voilà, de l'école ou que sais-je. Donc à titre personnel, je le résumerai avec de la frustration pour ce qu'on peut proposer, parce qu'on aurait tellement envie de faire plus, et je pense qu'on pourrait, mais qu'on ait un peu les mains liées. Ouais. Et toi, Suzy, comment ça va? Ça alterne, non mais c'est pareil, de la frustration, beaucoup de colère quand même, beaucoup de colère parce que en étant sur Paris, enfin voilà, moi voir les métros bondés et juste qu'on me dise que je peux pas donner cours à 10 personnes en faisant attention, vraiment ça me met mal et ça me véhicule un message que j'ai vraiment pas envie d'accepter. C'est-à-dire que là, en fait, les adultes, ils peuvent juste crever, hein, en vrai. Hein. On leur demande juste d'aller au boulot, de rentrer, et par contre, l'échappatoire, la liberté, l'autonomie, elle est absolument plus possible. Je trouve ça extrêmement violent, vraiment. Donc, il y a quand même pas mal de colère et voilà. Enfin, je veux dire, les lieux de culte sont ouverts, bordel, quoi. Je suis désolée, mais où on place la barre de l'essentiel. Moi, je le disais en rigolant tout à l'heure, mais on est dans un état laïque. Les lieux de culte sont ouverts. Je comprends pas, en fait. Dans ce cas-là, ouvrez-nous les théâtres. Je m'en fous. Moi, je suis agnostique, mais moi, par contre, mon truc, c'est ça. C'est mon spirituel, il est là. Donc, pourquoi certains auraient le droit de conserver ça et pourquoi on prive les autres de tout le reste?
Oui, Enfin, c'est beaucoup de contradictions, quoi. donc la pilule a un peu du mal à passer, quoi. Ouais. Qui est essentiel. Il y a des philosophes, on en trouverait plein qui discutent de ça, surtout en ce moment avec sur les réseaux, ça va très vite, mais où est-ce qu'on place la barre de l'essentiel, quoi? Parce que finalement, si la culture ne devient que réellement non essentielle, sans ironie aucune, je pense que ça va être compliqué déjà pour nous d'en vivre, et puis même pour toutes les valeurs qu'on peut essayer de promouvoir et la bienséance des gens qui viennent nous voir, enfin la santé mentale des gens c'est pas même séance, mais la santé mentale des gens qui viennent nous voir finalement. Si on est content d'aller voir un spectacle de danse, d'une pièce de théâtre ou d'aller écouter un concert, enfin je sais pas, moi je serais prêt à me faire tester PCR s'il faut avant d'entrer dans une salle de spectacle à partir du moment où il y a le spectacle, quoi. Enfin ça me dérangerait pas, tu vois, éthiquement, pourquoi pas. Bon bref, ça c'est... Ouais, c'est encore d'autres questions, surtout sur la quantité de tests qu'on peut avoir Oui, bien sûr, mais pour la je comprends. population. Voilà, les contradictions sont là, en tout cas. Clairement, les Il y a contradictions énormément sont de là et contradictions. c'est rageant. Complètement, ouais. Et du coup, est-ce que cette situation vous a Misement. mise en lumière des envies justement de changement par rapport à votre travail, un espèce de souffle ou de sortie de crise, de cette contrainte, comme tu disais, Valentin, posée sur vous? Ou est-ce que c'est vraiment... Alors, au début, c'était... Et puis, avec le temps avançant et tout, moi, je dirais que c'est plus dans la manière d'envisager le travail de création. J'ai plus trop envie de me mettre la pression. Je trouve que ces histoires de calendrier sont quand même assez imbuvables sur des pièces qui doivent être faites à N+1 pour avoir en un an pour que l'année d'après ça puisse être joué et qu'en même temps t'as pas encore commencé mais il faut déjà que tu puisses montrer des images, des machins, des extraits et parce que sinon sans ça en fait on t'accepte pas en résidence. Oui mais si on, voilà, enfin moi j'ai besoin juste de créer en fait déjà pour savoir ce que je veux dire et où je vais et moi je dirais que ce que j'aimerais pour la suite alors après elle se pose la question de financement, de choses comme ça, mais qu'il y ait peut-être plus de lieux qui ne soient pas forcément dans des logiques de rendement de spectacle vivant, mais qui soient dans des logiques d'ouvrir des espaces de recherche pour les artistes et pour leur permettre de débuter leur recherche, vraiment d'aller chercher le corps, la musique, la plasticité, sans se mettre la pression de là, je dois rendre un dossier en fait, dans la fin du mois parce que sinon, je n'aurai pas de résidence avant 6 mois et du coup, ma pièce, elle sera programmée dans jusqu'à 4 ans en fait. Donc, non, mais j'aimerais plus de souplesse dans ces choses-là. Peut-être que voilà, construire une saison, et j'entends hein, le boulot des programmateurs, c'est hyper important en plus, construire une saison, mais peut-être de se dire que dans la construction d'une saison en amont, on se laisse, je sais pas, une dizaine de dates qui peuvent être des dates volantes et qui peuvent être juste laisser la place aussi à des rencontres, à des choses qui arrivent plus tard que aux dates prévues, mais où on se laisse plus de liberté, quoi. Ouais. Ça me ferait envie, ça. Très bien. Beau projet. Valentin, une envie en rapport Moi, à ça? ça a peut-être même encore renforcé la conviction que j'avais dans l'utilité, entre guillemets, du job que je propose, qui est de l'enseignement artistique. C'est-à-dire que l'envie, elle est de dire, si vous avez envie de vous changer les idées, finalement, l'art, voilà, aussi large qu'il puisse être, c'est une bonne solution. Et j'avais vu passer des idées qui m'avaient fait beaucoup rire en trouvant ça ridicule et pas tant finalement avec un peu de recul, de gens qui disaient plutôt que chacun propose sa petite vidéo sur les réseaux parce qu'on est tous confinés, on va faire l'inverse. Disons que tout le monde fait silence radio et on va bien voir s'il se passe des choses en fait.
ou s'il n'y a plus que des haters qui finissent par se taper dessus parce que politiquement, c'est moi qui ai raison ou que c'est moi qui ai mis le plus beau commentaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vrai que si demain on coupait les ponts complètement avec toute la culture, ça serait triste, quoi. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue, mais ce serait super violent. Horriblement triste à tout point de vue. Donc, et puis surtout, je pense qu'en France, on profite d'un patrimoine culturel assez conséquent. Donc non, moi, c'est des envies, c'est peut-être, c'est un peu dur à digérer tout ce contexte, mais c'est peut-être si je suis optimiste, si je le vois de façon optimiste, c'est de se dire que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça renforce encore plus les convictions dans le fait de me dire que même si c'est l'enseignement du trombone, qui est quand même une surspécialisation d'un truc qui s'appelle la musique, qui est un art, etc., c'est quand même mettre de l'eau dans mon moulin, si je puis dire. Et monsieur s'appelle Moulin. Mais voilà. Oh, mais non, il fallait pas vendre mon jeu de mots. Mais c'est ça, c'est mettre ma petite pierre à l'édifice sur l'idée que si finalement on était plus nombreux à penser un peu moins rentabilité et à tous les niveaux et plus, tu parlais de ces côtés un peu, c'est un peu imposé sur les dossiers, le stress que ça pouvait représenter et la logique de rendement des salles, etc. Oui, ça existe, c'est sûr, c'est important, mais peut-être que on parlait de AC tout à l'heure, l'idée que la culture soit essentielle, pardon, hein, j'y reviens, mais c'est vrai que peut-être que c'est ça l'attente, tu vois, l'envie pour demain, c'est de se dire que ce qu'on peut proposer finalement, c'est peut-être encore plus, ça c'est donner peut-être encore plus de valeur à ce qu'on fait que ce que c'était avant. Si je le vois d'un bon œil. Après, très concrètement, voilà, ça veut dire relancer les projets, se remettre sur scène, trouver des gens avec qui jouer, trouver des nouvelles propositions. On en a même là, on a été très agréablement surpris d'avoir des contacts de compositeurs ou de gens qui expérimentaient des choses avec les trombones et qui sont venus nous voir pour nous proposer des choses. Enfin, on a des choses pour demain. C'est vrai, ça existe. On n'est pas complètement au point mort. Et du coup, on n'est peut-être pas les plus à plaindre, mais on fête bientôt nos 1 an de concerts annulés. Et il est temps qu'on puisse tourner la page et se dire que si ça peut servir à quelque chose, c'est un mal pour un bien, en se disant que ça donnera encore plus foi, ça aura encore plus foi de faire ce qu'on fait dans le monde d'après, quoi. Que les gens vont se ruer dans les salles de théâtre. Mais j'espère. Les ciné, mais j'espère, merde, en fait, pardon, mais j'espère franchement, quel que soit, que les gens auront faim déjà de resto, hein, faut pas déconner, mais faim de culture, tu vois, de manière générale. Alors, je suis peut-être un doux optimiste, mais quand même, ce serait tellement ouf, tu vois, que finalement, moi j'espère, j'aimerais bien en fait. Des fois, ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup tous les deux. Un petit mot de la fin, chacun. Un truc. Jupe. Très bien, Valentin. Ah, wow. Putain, je stresse. Merde, le mot de la fin. Merci à la Fringante Compagnie pour cette discussion. Très bien, super. Non, c'est chouette de parler, de confronter un peu les points de vue et de parler on est dans le même monde, mais on n'est pas sur les mêmes planètes. Je sais pas, c'est pas très clair. On est dans le même univers, mais pas forcément sur les mêmes planètes. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir entendre aussi. Ça rassure en fait finalement. Enfin, ce que tu as dit, autant, toutes les deux d'ailleurs, ce que vous pouvez parler de vos expériences pro aussi, ça rassure et de se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre et à ressentir ces choses-là, quoi. Donc c'est cool de confronter et de discuter de tout ça et on peut espérer, je sais pas, un truc un peu plus optimiste. Ouais, voilà, il faut de toute façon, parce que sinon, à titre personnel, moi je ferais plus ce job-là si j'étais pas un peu optimiste dans ce qui nous attend demain, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là avec moi. Et puis chers spectateurs, je vous dis au mois prochain. Je ne vous dis pas encore qui sera là. Merci beaucoup. Jingle.